Je m'appelle Maria Alekina, j'ai 24 ans et je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Mes camarades me surnomment Aka Katia. Je suis étudiante en journalisme à l'Institut de Moscou. Militante écologiste, j'ai découvert l'action politique en participant à des actions de Greenpeace en faveur de la protection de la réserve d'Autriche et du lac Baïkal en Sibérie. Scandalisée par les abus et les injustices du système politique russe, je rejoins en 2009 le collectif Voïna, un art groupe spécialisé en actionnisme, avant de rejoindre le groupe des Pussy Riot. Je m'appelle Ekaterina Samusevich, j'ai 30 ans et mes camarades me surnomment Akamasha. Diplômée de l'Institut d'énergie de Moscou, j'ai d'abord travaillé comme informaticienne dans une entreprise de secteur militaire dans laquelle j'ai participé à la mise au point de logiciels pour les sous-marins nucléaires NERPA. Cette activité ne correspondait pas à mes aspirations et à mes valeurs. C'est pourquoi je l'ai abandonnée en 2007 pour entrer dans une école de photographie et de multimédia. C'est à cette époque que je me suis moi aussi engagée dans l'action militante au sein du groupe Voïna avant de rejoindre les Pussy Riot. Je m'appelle Nadejda Tolokonikova, j'ai 22 ans et je suis mère d'un enfant de 4 ans. Mes amis me surnomment Aka Nadia. Je suis étudiante en 5e année de philosophie dans la prestigieuse Université d'État de Moscou. Très tôt, je me suis engagée dans l'activisme politique en créant avec mon mari Piotr Verzilov le groupe Voïna, au sein duquel m'ont rejointe mes 2 camarades. Depuis, avec le groupe Voïna et les Pussy Riot, j'ai enchaîné les performances d'art action animées par le désir désespéré de faire changer la situation politique en Russie. Mesdames et messieurs, nous avons été condamnés à 2 ans de colonie pénitentiaire pour avoir accompli une performance artistique, une prière punk, dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Nous le revendiquons. Les paroles prononcées lors de notre performance avaient pour objectif d'exprimer notre désapprobation envers le tournant autoritaire et antiféministe qu'a pris la politique de Vladimir Poutine, soutenu par le patriarche Kirill, le chef de l'Église orthodoxe. Et ne vous y trompez pas, même si le premier mot de l'expression colonie pénitentiaire vous laisse à penser que la justice russe nous aurait offert des vacances, c'est bien dans un centre pénitentiaire, dans un lieu de privation de liberté et de rééducation par le travail, funeste vestige du régime soviétique et de son terrible goulag, que nous avons été envoyés. Mais pourquoi une peine aussi dure, me direz-vous? Parce que la forme de notre prière a été jugée indécente. Une danse de sorcière, a dit la présidente du tribunal. Et parce que nous avons accompli cet acte dans un lieu sacré. C'est pourquoi la justice russe nous a condamnés pour hooliganisme, comme si nous étions de vulgaires supporters de foot, avinés et violents, et pour atteinte à la croyance religieuse, ceci dans le but de nous diaboliser aux yeux de l'opinion publique russe. Pourtant, vous n'aurez qu'à écouter vous-même le texte de notre prière pour vous convaincre que nous n'avons jamais prononcé une quelconque parole insultante à l'égard des croyants ou de la religion. Et j'ajoute, au risque de vous surprendre, que je suis moi-même sincèrement croyante, de confession orthodoxe, et que j'accomplis dans ce cadre des actions pour les enfants malades. C'est pourquoi, contre les accusations de blasphème ou de sacrilège, nous affirmons que si l'on peut juger que notre prière était iconoclaste, elle n'en était pas moins une authentique prière, dans laquelle nous implorions la Vierge Marie, Mère de Jésus et protectrice de toutes les femmes, pour lui demander de nous délivrer de Vladimir Poutine, qui porte chaque jour un peu plus atteinte à la liberté et à la dignité des citoyens russes. Comme le fit Antigone en son temps, en désobéissant à Créon, nous avons voulu signifier par notre prière qu'il y a des valeurs universellement attachées à tout être humain qui doivent être défendues envers et contre tout, et qu'aucun pouvoir, politique ou religieux, n'a le droit de bafouer. Mais contre le pouvoir conjugué des autorités religieuses et politiques, de quelles armes disposions-nous pour dénoncer les atteintes aux libertés publiques et individuelles que subissent les citoyens russes? Comment lutter efficacement dans un pays dans lequel tous ceux qui refusent de faire allégeance au pouvoir absolu de Vladimir Poutine et de ses safidés finissent en prison, au terme de procès expéditifs et truqués, dans lesquels les droits de la défense sont sans cesse bafoués? Aujourd'hui, en Russie, 99% des procès aboutissent à une condamnation, un taux supérieur à la triste époque stalinienne. Aujourd'hui, 800 000 citoyens russes croupissent dans des prisons et des colonies pénitentiaires, soit le plus fort pourcentage mondial d'incarcération. Triste record, et plus triste encore quand on sait que la plupart de ces colonies pénitentiaires se trouvent en Sibérie, cette terre glacée que l'ancien dissident soviétique Solzhenitsyn avait baptisé l'archipel du Goulag. Et pourtant,
Face à cette répression inflexible et à cette justice arbitraire, nous ne voulons pas nous résigner. Mais comme nous excluons de recourir à la violence physique, nous usons de cette autre force en laquelle nous croyons, la force de l'esprit que nous exprimons par nos performances artistiques. Alors oui, nos actes peuvent choquer, et c'est d'ailleurs ce que nous recherchons. Mais choquer ne veut pas dire blesser. On nous objectera par exemple que la performance intitulée « Baise en soutien aux nounours héritiers », à laquelle j'ai participé avec Voïna en 2008, était de nature pornographique. Mais c'est là confondre le fond et la forme, car pour nous, la pornographie n'a aucune valeur. Ce que nous voulions montrer en accomplissant cette performance, c'est que la pornographie est à la sexualité sincère et authentique, ce que les élections russes sont à la véritable démocratie, une obscène parodie. Alors oui, nous exerçons une forme de violence, mais symbolique, car notre but, c'est d'empêcher le peuple russe de tomber dans une torpeur intellectuelle qui fait toujours le lit de la servitude. Alors oui, nous voulons éveiller les consciences, car nous pensons que nos parents n'ont pas secoué le joug du totalitarisme soviétique pour que leurs enfants retombent dans une nouvelle forme de despotisme basée sur l'alliance du glaive nationaliste et du goupillon orthodoxe. Voilà donc notre combat, celui de la liberté. Et c'est pourquoi nous nous battons en faveur d'une justice indépendante. Dans ses articles 9 et 10, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen stipule en effet que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, et que toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Mais que reste-t-il de ces droits sacrés quand les juges, censés être indépendants, comme l'affirme l'article 20 de la Constitution russe, se vendent aux plus offrants ou se soumettent aux plus puissants dont leur carrière dépend? Que reste-t-il de la justice quand vous pouvez être interpellé et jeté en prison à tout moment pour les motifs les plus incroyables? J'ai à ce moment une pensée pour Garry Kasparov. Interpellé au tribunal où nous étions jugés, au motif absurde qu'il aurait mordu un policier. Que reste-t-il de la justice quand les mises en accusation se font sur commande et quand les droits de la défense sont ostensiblement bafoués? Faut-il rappeler, pour exemple, les irrégularités qui ont entaché notre procès? Appel à des experts non assermentés, refus d'entendre les experts et les témoins de la défense. Aujourd'hui, tomber entre les mains de la justice russe, c'est entrer dans un univers kafkaïen, dans une machine bureaucratique, opaque et absurde, qui broie implacablement tous ceux, coupables ou innocents, dont elle se saisit. Face à cette justice qui n'est plus que le bras armé d'un pouvoir politique qui foule aux pieds la toute jeune démocratie russe, ce pourquoi nous nous battons, c'est pour une réelle liberté d'expression et de création. Dans son article 19, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule en effet que tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Mais que reste-t-il de la liberté d'opinion dans un pays où chaque jour les droits de l'opposition sont un peu plus bafoués? Des opposants politiques sont arrêtés, emprisonnés et empêchés de se présenter aux élections. Au cours de ces 10 dernières années, 22 journalistes ont été tués, assassinés en raison de leur activité. Mais que reste-t-il de la liberté d'expression dans un pays dans lequel les lois encadrant la contestation publique sont chaque jour un peu plus contraignantes, faisant de la liberté d'expression un délit? C'est ainsi que depuis le mois de juillet, une loi votée en urgence à la Douma, le Parlement russe, stipule qu'il pourra vous en coûter plus de 7 000 € d'amende si vous participez à une manifestation non autorisée par le gouvernement russe. Mesdames et messieurs, cela ne vous aura pas échappé. Nous sommes 3 femmes et nous appartenons à un groupe féministe. Et si c'est en tant que femmes que nous portons le flambeau de l'opposition à Vladimir Poutine, c'est parce que nous pensons que l'antiféminisme est une composante essentielle de son idéologie et de sa politique. Jugez par vous-même, le 8 mars 2010, journée internationale de la femme, Vladimir Poutine a déclaré « Nous estimerons toujours dans la femme ce qu'il fait qu'elle est unique, sa douceur, son élégance et son charme. Mais ne vous y trompez pas, sous le compliment se cache une terrible régression qui consiste à célébrer la féminité plutôt que la femme. Régression dont la contrepartie est l'exaltation de la puissance et de l'autorité naturelle des mâles que Vladimir Poutine n'a de cesse de mettre en scène.
Et on comprend pourquoi le si bien nommé patriarche Kirill a donné son onction à Poutine. Il a vu en lui l'occasion de rétablir des archaïsmes religieux dont on pouvait espérer que la Russie en avait été délivrée. Rappelez-vous, à l'époque où elle s'appelait l'URSS, la Russie a été à l'avant-garde de l'émancipation féminine. L'avortement y a été légalisé en 1917. Le droit de vote a été accordé aux femmes en 1918. Le Code de la famille, adopté en 1919, prônait l'émancipation de la femme par le travail. Et, ironie de l'histoire, la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, a été créée par Lénine. Voilà pourquoi nous pensons que la lutte contre la dérive autoritaire de Vladimir Poutine et de son allié le patriarche Kirill doit aussi être une lutte féministe. Car en instillant dans les esprits l'idée qu'il y aurait des différences naturelles entre les êtres humains, il s'attaque à ce qu'il y a de plus sacré dans les droits de l'homme, leur universalité. N'oublions en effet jamais que dans son article 2, alinéa 1, la Déclaration des droits de l'homme stipule avec force que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des sorcières modernes, comme voudraient le faire croire les autorités religieuses ou politiques. Nous sommes des militantes féministes des droits de l'homme. Comprenez donc, mesdames et messieurs, qu'en l'Église du Christ Sauveur, ce n'est pas un sabbat, à une prière de sorcière, que nous nous sommes livrés, mais à une adresse laïque pour l'égalité des sexes et en l'honneur de la liberté de penser et de créer. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce que nous vous demandons aujourd'hui, ce n'est pas de la compassion, mais un soutien ferme et engagé, car pour rester vivantes, la liberté et l'égalité ne réclament pas qu'on les plaigne, elles exigent que l'on se batte pour elles.